Andrea Corte est de retour, et comme j'avais aimé le premier volume de sa saga, qui s'appelait Émissaire des morts, c'est avec un certain plaisir que je l'ai retrouvé dans une nouvelle enquête, avec un nouveau roman, et même un peu plus. La troisième griffe de Dieu se situe dans la continuité des événements du premier tome, même si de nombreux rappels résument le parcours de l'héroïne, Andrea Corte, afin de le rendre compréhensible. Néanmoins, devant la qualité du roman, mais aussi des nouvelles que l'on trouve dans le premier tome, qui s'appelle Émissaire des morts, il serait dommage de s'en priver et de ne pas le lire. Corte est maintenant devenue procureure extraordinaire, et elle choisit ses missions qui peuvent ou non cadrer avec celles de son employeur officiel, le corps diplomatique de la confédération HOMSAP, pour Homo sapiens, puisque c'est la configuration qui regroupe les humains de cet univers, où coexistent plus ou moins pacifiquement et plus ou moins sereinement plusieurs races sentientes. Mais elle œuvre aussi pour un ensemble d'intelligences artificielles qui s'appellent les IA sources, avec qui elle peut communiquer par la pensée, et elle est agent de ces intelligences artificielles, et elle doit notamment essayer de les mener vers leur propre destruction. Pour cela, je vous renvoie au premier tome qui détaille tout ça. Après des années de rejet et de mise au banc de l'univers pour sa participation à un crime de guerre, Corte connaît maintenant l'amour avec les Porignards, qui est un ensemble composé de 2 corps mais d'un seul esprit, ce qui occasionne de nombreuses situations inédites, notamment car l'un des corps sait toujours ce que fait ou ce que ressent l'autre et peut communiquer avec. Corte, à défaut d'avoir meilleur caractère, mais c'est comme ça qu'on l'aime, se pose un peu plus de questions et arrive parfois à ressentir de l'empathie pour ses interlocuteurs. Son blindage s'est donc un peu fêlé, mais elle reste quand même assez asociale et terriblement efficace quand elle se concentre sur son travail. Et au passage, c'est elle qui raconte l'histoire de ce tome. La superbe couverture de Manchu résume le lieu principal de l'action, un ascenseur spatial qui mène vers la planète Xana, propriété de la famille Bétéline, des marchands d'armes universellement connus et haïs pour leur métier, et encore certaines armes sont tellement terribles que même eux se refusent à les commercialiser. Que veulent-ils à Corte? Propulser invité d'honneur de la famille en marge de ses fonctions officielles. Pourquoi un alien bocaïen, dont la race est liée à Corte depuis le génocide qui l'a marqué dans sa jeunesse, est-il assassiné? Que veulent les 3 héritiers familiaux qui sont présents sur place? Tant de questions et si peu de réponses pour cet écheveau criminel que Corte, aidé par son couple d'amants, va devoir démêler dans une enquête policière somme toute assez classique. On a un mort, on a pléthore de suspects, un lieu clos, des interrogatoires en série, une horloge qui tourne quand même pour faire avancer l'histoire et pour mettre la pression à tout le monde, mais cette enquête se révèle tout simplement passionnante. D'abord parce qu'il y a la pugnace Andrea Corte qui ne s'en laisse pas compter et qui se révèle pleine de failles, parfois de contradictions, et moins sûre d'elle ou moins incisive qu'on a pu la connaître par le passé, sans pour autant que sa dureté ne soit complètement émoussée. Il faut bien sûr compter avec ses amants, et ensuite avec le décor, pas uniquement l'ascenseur dans lequel se situe l'action, mais l'univers, même si les aliens sont assez peu présents dans cette histoire qui est très humano-centrée. On a une planète où une puissante famille règne en maîtresse absolue, avec un sens très particulier de la dévotion qu'elle attend de ses sujets. Les différents protagonistes de l'histoire sont aussi bien campés, et si certains indices sont assez faciles à repérer, si quelques secrets sont assez prévisibles, la toute fin du roman est une surprise totale et rebat drastiquement les cartes concernant Andrea Corte. Et l'écriture intelligente d'Adam Troy Castro, très fluide, se prête très bien à ce récit qu'on dévore rapidement. En bonus, on a une longue nouvelle qui s'appelle Un coup de poignard qui complète ce second volume. Cette fois, c'est un homme, Draken, qui est le narrateur et le protagoniste principal. C'est lui qui raconte l'histoire et c'est un autre héros récurrent de l'auteur qui se livre ici à un petit crossover entre ses principales sagas. On y découvre la Nouvelle Londres, le siège de la configuration HOMSAT, dans une histoire qui voit aussi revenir Tasha Combs, l'héroïne principale et malheureuse d'une nouvelle précédente qu'on a pu lire dans le premier tome. L'histoire Un coup de poignard se situe chronologiquement après le roman, même si elle a été écrite près de 10 ans plus tard. Elle est sympathique, mais elle est un peu trop nébuleuse, notamment au début, et aussi peut-être parce que cette fois ce n'est pas Corte qui est au centre du récit, enfin elle est au centre, mais elle est en retrait de l'histoire et de la narration. Je vous invite à lire la nouvelle quand même, et vous comprendrez mieux ce que je veux dire par là. Pour résumer, La troisième griffe de Dieu est un excellent roman, avec une nouvelle en bonus qui est loin d'être désagréable, et le personnage d'Andrea Corte est toujours aussi attachant et réjouissant. Personnellement, j'aime beaucoup son sale caractère,
et toute ressemblance avec des personnes, etc. De façon assez inexplicable, et malgré les très bonnes critiques du premier tome Émissaire des morts, mais aussi de celui-ci, puisqu'à ce jour je n'ai lu que des avis unanimes pour vanter la qualité de cette saga, les ventes ne suivent pas et la sortie du troisième tome est compromise. Comme dirait le blogueur Apophis, il faut sauver le soldat Castro, et vu qu'on ne contredit pas un dieu du chaos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sinon vous aurez aussi affaire à moi, parce que j'espère bien lire la suite en VF.